Merci beaucoup pour votre patience. Merci pour votre patience. On ne va pas, pour une rencontre sur les arbres, vous laisser prendre racine. Mais je suis très très heureux de vous recevoir pour cette première rencontre du dimanche après-midi. Une rencontre, je le disais, autour du monde des arbres. Et pour cette rencontre, nous avons la chance d'accueillir Richard Powers. Richard Powers, c'est l'un des plus grands écrivains américains contemporains et je pèse mes mots, auteur avec Le temps où nous chantions notamment. C'était en 2003. C'était l'un des livres que j'ai le plus offert dans ma vie, mais aussi La Chambre aux échos, Générosité, Orfeo, Gain. Et il publie, lors de cette rentrée littéraire, l'un des meilleurs romans de cette rentrée littéraire, L'Arbre-Monde, qui, comme son titre l'indique, évoque naturellement le monde des arbres et également le péril qu'il peut y avoir sur ces géants. Et à ses côtés d'abord bonjour Richard Powers, à ses côtés Rita Leissner. Alors Rita Leissner, vous êtes photographe et on va très vite voir certains de vos clichés. Alors vous avez baladé votre objectif dans de nombreux théâtres, l'Irak, l'Afghanistan, le Cambodge, il me semble, avant de revenir à une passion qui remonte à beaucoup plus loin, qui est celle de replanter des arbres. Et vous, depuis 3 ans, vous suivez dans l'Ouest canadien ces gens qui replantent les arbres là où la ligne de crête s'est établie. Et je pense qu'avant de commencer à discuter de ces arbres, nous avons quelques-uns de vos clichés. Vous avez une exposition qui est dans les jardins de l'Hôtel de Ville et vous allez avoir la chance de pouvoir en voir quelques-uns de vos clichés. N'hésitez pas, Rita, à prendre le micro si vous voulez commenter ces photos avec nous. Normalement, on les a. J'aime bien le graphisme de l'image. Alors, on va se mettre en mode panorama. Alors, premièrement, comme a dit Julien, je travaillais en terrain de guerre pendant presque une vingtaine d'années. Et on m'a demandé ce matin sur une autre table ronde comment une photographe de guerre devient photographe de planteur d'arbres. Mais en vérité, la question, c'est comment une planteuse d'arbres devient photographe de guerre. Parce que j'ai planté des arbres pendant une dizaine d'années dans mes vingtaines. En fait, j'ai planté plus que un demi-million d'arbres moi-même avec la main et une pelle. Et quand je travaillais aux zones de conflit, on me demandait qu'est-ce qui m'a préparé pour ce travail. Et j'ai répondu être planteur d'arbres au Canada, ce qui a surpris les gens parce qu'ils ne pourraient pas imaginer que c'était un boulot tellement difficile. Alors j'ai décidé il y a beaucoup d'années qu'un jour je retournerai aux forêts pour faire ce sujet. So when I worked in war zones, people used to ask me, what prepared me for that work? And when I replied planting trees in Canada, people were really surprised because they couldn't imagine that it would be something all that difficult, which was a bit shocking for me because it's definitely one of the hardest things I had ever done in my life. And so I decided that at one point I would go back to the forest to try and tell this story of tree planting. And, also, having been a conflict photographer, I worked both inside and outside the military embedding system. And actually, I published a book called Unembedded about working outside the military in Iraq. But I had many debates with people about the heroicization of soldiers in photography and popular culture and how that was never brought into question. And it occurred to me that maybe I should try and present tree planters as heroes, just as loggers also have been presented as heroes in North American culture, because logging has always been considered synonymous with nation building. And there's a great deal of poetry and painting around loggers as heroes. Alors, j'avais aussi l'idée de représenter les planteurs, comme vous voyez, dans une manière héroïque. Et pour ça, j'ai dû utiliser la lumière. C'est un effort d'imiter des peintures classiques. En fait,
c'est de la photographie pure, peindre avec la lumière. Et en tant que photographe de guerre, j'ai eu beaucoup de débats avec des gens sur pourquoi on ne questionnait jamais pourquoi les soldats sont représentés comme des héros. Et c'est la même chose avec les bûcherons qui, dans l'histoire du Nord-Amérique, ont toujours été représentés comme des héros parce que couper les arbres était toujours synonyme avec créer une nation. Alors moi, je veux investiguer cette assumption et représenter les planteurs d'arbres comme héros. Alors c'est vraiment mon plus grand but. J'avais aussi l'idée de les pouvoir montrer dans les grandes institutions et musées au Canada et j'espère au monde. Et comme ça, pour changer le statut national et international des planteurs dans l'imagination culturelle et historique de ces pays. Et pour ça, j'ai dû travailler avec une matière très spécifique, avec un appareil de moyen format, avec une lumière. So I really wanted to present them in this heroic fashion because I wanted to change, and I want to change the status of tree planters nationally and internationally in the cultural and historic imagination by raising how we see them in the public. And my goal was to make pictures that would be showable in major institutions and museums. And to do that, I had to shoot on a large format, medium format camera with a big light. I mean, I'm out there with over $100,000 worth of equipment, and I'm running around in these, wild cut blocks. It's hard to describe, but you can, when you saw the land that the planters are in, I mean, that is not staged. That is actually what it's like, and I'm running around backwards in that same terrain. Alors, le terrain, c'est extrêmement sauvage et difficile à marcher dedans ou courir dedans, et je le fais avec des appareils très costauds, avec une lumière très costaud. Je ne peux pas le faire seul, alors c'est moi avec mon appareil Phase One, si vous intéressez à la technique, Phase One 100 megapixel medium format camera. Et puis une lumière Pro Photo, c'est une grande lumière électronique that's attached to my camera with radio transmission. Alors je suis liée à mon assistante, and my assistant is then has to be right next to me. So elle fait partie de moi, she's a part of me. Moi, je danse autour des planteurs en arrière, ce que je peux faire seulement parce que je comprends très bien comment fonctionne la plantation d'arbres, et mon assistant doit danser autour de moi. So it's this dance where I'm dancing around the planter backwards, and my assistant's dancing next to me, and the light has to be in exactly the right place or it doesn't work. Si la lumière n'est pas là exactement au bon moment, moi non plus, si je ne suis pas là exactement au bon moment, ça ne marche pas, c'est raté. Et je prends des centaines pour achever une photographie qui me paraît acceptable pour mon but. So of 6,000 photographs, actually over 3 years, of more than 6,000 photographs, I have maybe 30 that for me are good enough for my goal. Vous avez dit ce chiffre assez incroyable, 1 demi-million d'arbres que vous avez planté vous-même, 1 demi-million d'arbres pendant les 10 ans où vous avez fait ce métier. J'ai lu quelque part que quelqu'un qui replantait les arbres pouvait planter plus de 2000 arbres par jour. Est-ce que c'est vrai, 2000 arbres par jour? Ça paraît incroyable comme chiffre. Alors, comment expliquer C'est une combinaison d'un travail industriel et d'un sport intensif. Alors, c'est ça le lien entre sport, mais c'est vrai, comme vous avez vu, ils sont des athlètes extrêmement doués. Et beaucoup parmi eux sont des skieurs alpins, par exemple. Ils ont des jambes très, très fortes pour pouvoir porter 30 kilos plus d'arbres. So they have to be incredibly strong and athletic. It draws skiers, for instance, people with strong legs. It takes an enormous amount of mental skill, like running a marathon. C'est comme courir un marathon chaque jour pour 3 mois sans arrêt, on dit.
Richard m'a demandé comment ça se fait que les planteurs peuvent planter autant d'arbres et que ça a changé à travers de 50 ans. Il y a 50 ans, les planteurs, dans son livre par exemple, plantaient des centaines d'arbres par jour. Alors comment est-ce qu'on passe de centaines d'arbres par jour jusqu'à des milles d'arbres par jour? So how do you go from planting 100 trees per day to thousands per day? Because in the 50s and 60s, planting was being done by prisoners. That's what terrible work it is. I mean, it's brutal, brutal work. You work for 10, 12 hours a day in rain, sometimes in snow, with infernal amounts of mosquitoes. Les bêtes qui piquent sont infernales. And it wasn't until the 1970s when the Canadian government made a promise to multiply the numbers of trees that were planted in the country by 10. Alors, dans les années 70, le gouvernement du Canada a fait un promet de planter 10 fois plus d'arbres que ont été plantés auparavant. Et comment faire ça? Il y avait un petit groupe de jeunes au Colombie-Britannique qui ont proposé de avoir des contrats du gouvernement ou des compagnies forestières, parce qu'on travaille pour les compagnies forestières et pour le gouvernement, et qu'ils pourrions planter 10 fois plus d'arbres. So these young people said, you know what, we think we can do this. And they pitched to the Canadian government that they would plant 10 times more trees and help the government achieve this goal. And no one ever believed they could do it, but they did it by treating it like a sport. And so it's highly technical. I mean, it's a fascinating activity. And of course, like any sport, to be at a very high level, it's as much mental as it is physical. Alors c'est très 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 mental, and it changes a person. Well, one thing that I learned about the difficulty, the physical difficulty of the task, and I learned this from a few places, but in particular, a very good book by Charlotte Gill called Eating Dirt. Not only are you clambering through this incredible down jungle of slash, but the use of the heavy equipment that does the cutting has liquefied the ground. And you're stepping across, every step is treacherous. Moi, j'ai appris à apprécier toute la difficulté que ce travail représente grâce à un livre d'une auteure qui s'appelle Charlotte Guild. Le livre s'intitule Eating Dirt, manger de la terre, littéralement. Et il faut comprendre qu'on est dans une espèce de jungle avec un matériel très lourd qui a complètement remué la terre. Donc la terre est quasiment liquéfiée. Dans votre roman L'Arbre au monde, Richard Powers, j'ai repéré cette phrase justement où vous citez un proverbe chinois qui dit ceci: quel est le meilleur moment pour planter un arbre 20 ans plus tôt? I'll tell the story, a little bit of the backstory of my planter, and now that you have these magnificent images in your head, you'll have a context for it. Je vais vous raconter l'histoire de mes planteurs, et maintenant que vous avez ces magnifiques images en tête, je vais pouvoir vous raconter cette histoire. This is a man who's lived a very rough life. He's been knocked around a bit even before this experience. He was an unwilling subject in a very strange psychological experiment. He ended up being a serviceman in the Vietnamese War. Alors, c'est un homme qui a été assez maltraité par la vie et il a servi, par exemple, de cobaye dans une expérience psychologique assez dure. Et ensuite, il a servi au Vietnam. He ends up as a hired caretaker on a ranch not far from the Canadian border, actually. So the experience is comparable. And during his travels in the Northwest, he makes a startling discovery. He's driving a truck down a road for many hundreds of miles and suddenly realizes there's light coming through the trees in a way that there shouldn't be.
Alors, il a trouvé du boulot. En fait, il s'occupe d'un ranch. C'est dans l'Ouest américain, donc pas très loin d'ailleurs de la frontière canadienne. Et lorsqu'il se déplace, il doit en fait parcourir des très longues distances en camion, des centaines de kilomètres. Et un beau jour, il le fait. Il est dans son camion et il voit une espèce de lueur qui se profile à travers les arbres, une lueur très étrange qui ne devrait pas venir de là d'où elle vient. When he stops to investigate, he realizes this supposed forest only goes a few trees deep. Et donc il s'arrête pour essayer de comprendre ce qui se passe et il se rend compte que la forêt, parce qu'il s'imaginait qu'il était en train de passer à travers une forêt, en fait n'existe que sur quelques mètres, quelques dizaines de mètres de part et d'autre de la route. And what lies beyond this thin veneer of trees is this lunar landscape. I mean, really, the closest analogy is truly a war zone. Et donc, ce qu'il y a de l'autre côté de littéralement ce rideau d'arbres qui se trouve de part et d'autre de la route, c'est un paysage qui est véritablement lunaire. Et on peut même dire que ce paysage est tellement étrange qu'il ressemble presque à une zone de guerre. He takes a small amount of, he takes a chunk of his small savings and he hires an airplane to go up above this scene and to see exactly what it is he's looking at. And when he realizes the degree of the deception, when he realizes the reality of the situation, how little forest is left and how much has been taken, he's outraged. Et donc, il prend ses économies et il s'achète un avion pour essayer de survoler la zone et pour mieux comprendre l'étendue du carnage. Et lorsqu'il se rend compte de l'étendue de ce carnage et du mensonge qui est perpétré et de la réalité de ce qui se passe sur le terrain, il est absolument outré, indigné. But his answer for the indignation is to become a kind of activist in a sense, and that is to become a slinger, a planter, and to spend his days with this sack of Douglas fir seedlings and sticking them in the ground one after the other. Et en fait, il se transforme du jour au lendemain en activiste en quelque sorte, mais ça prend la forme de la plantation d'arbres. Et donc, il se promène avec un sac en bandoulière, avec des graines de sapin de Douglas, et c'est ce à quoi il se consacre. But the pain is just beginning, because there's another realization yet to come. And it isn't until he's buying drinks for the entire bar on the occasion of his 50,000th tree that someone says, you realize that you're replacing an ancient, complicated forest with a tree farm. And every acre of tree farm that you plant gives the timber companies the right to cut down another acre of old growth. Another acre, acre for acre. Well, I don't know. Okay. Mais ce n'est que le début de sa découverte douloureuse des réalités de ce monde, parce qu'à un moment donné, il est en train de célébrer avec ses copains le 50 millième arbre qu'il a planté, et donc il offre un pot à la tournée, il offre la tournée à tout le monde, et c'est là que quelqu'un lui dit « mais tu ne te rends pas compte qu'en fait tu es complètement exploité, c'est-à-dire que pour chaque arbre que tu plantes, ça donne le droit à la société forestière en fait d'abattre un acre ». So the planters really do live in this middle zone between doing something heroic and doing something co-opted and exploited. Doing something what? Co-opted and exploited. Et donc, effectivement, ceux qui plantent les arbres, les planteurs, sont quelque part dans cette zone intermédiaire, dans cet entre-deux, c'est-à-dire que oui, d'un certain côté, ils essayent de résoudre le problème, mais en même temps, ils sont cooptés. What do you think about that, Rita? Well, cynically, when I planted, we used to. In fact, I had markered on the back of my shirt, planting tomorrow's toilet paper today. Alors, planter le papier de toilette de demain aujourd'hui. Cyniquement, on l'a vu comme ça, et aujourd'hui aussi, je rencontre des planteurs d'arbres qui sont un peu déçus de le travail qu'ils font, et ils me répètent cela. Mais
en même temps, bon, je parle à beaucoup de forestiers et en même temps que oui, on fait partie de l'industrie de les forêts et de compagnies de forestiers, on plante quand même des forêts qui vont durer, disons, une centaine d'années. Et dans ce temps-là, il y aura quand même des habitations d'animaux et de plantes. C'est plutôt une question de durabilité que de environnementalisme ou préservation peut-être. It's more really being part of sustainability than about preservation of old growth forests. I mean, it's a very small part of the entire world of forests. And when tree planters, sort of look at me today with, their sad eyes and they say, oh, all we're doing is planting tomorrow's toilet paper today, I remind them that they are nonetheless planting a forest that will last 100 years or more. But it also goes beyond that. And, my work, the planters look at my pictures and they say, well, that's not what it really looks like. And I say, well, of course not. I'm making art. I'm not making reality. And it's also about a mythology that we're trying to project forward. And that has to do with this, going back to this idea of elevating in the public consciousness the idea of what reforestation means as opposed to soldiering or logging. And we still live in a world where we respect killing much more than giving life. And so it's part of a much bigger story. And so that, that's part of the story as well, and I'll say that in French. Alors, c'est pour ça qu'on invite des Canadiens, c'est parce qu'ils peuvent s'auto-traduire. Les planteurs, ils me regardent avec leurs yeux tristes en me disant mais on fait rien parce qu'on va seulement couper les arbres qu'on plante aujourd'hui. Mais je leur explique qu'en même temps, on crée des forêts qui vont durer une centaine d'années. Ah, j'ai déjà dit ça. Mais, mais lorsqu'ils regardent mes photos, ils disent aussi « Mais Rita, c'est pas comme ça que ça paraît, c'est pas la réalité. » Et j'explique que mais non, bien sûr que non, ce que je fais, c'est l'art. C'est un type de mythologie que j'essaie de pousser en avant, de projeter en avance pour qu'on puisse changer les attitudes au futur envers la plantation d'arbres. Et c'est juste une partie, c'est un début. Et nous travaillons ensemble, les écrivains, les scientistes, les artistes, pour changer les attitudes d'un monde où jusqu'au présent, on respecte plus tuer et couper les arbres à donner la vie ou planter des arbres. Which actually leads me to another question. My poor Douglas, when he's up in the air looking down and seeing this devastation, he says, if people saw this, if large numbers of people could see what I'm seeing at this moment, it would stop tomorrow. Et ça m'amène à la chose suivante. Lorsque mon malheureux Douglas, il est en train de survoler la zone dans son avion et il regarde le carnage en bas, il se dit, mais enfin, si beaucoup de gens pouvaient voir ça, on mettrait fin à ce qui se passe. One reviewer, however, in a large North American magazine, said that's very naive for Douglas to believe this, because nothing changes the public's mind. All the facts in the world don't change the public's mind. And I was interested in your sense of the truth of this. And my suspicion may be facts and figures don't often change minds, but images have changed history. But what? Images. Et donc, un critique qui écrit dans une revue importante aux États-Unis a dit de cette scène, a dit que mon Douglas était extrêmement naïf, parce que rien ne permettait de changer l'idée ou les attitudes des gens, du grand public et des lecteurs. Pas les faits, pas la réalité, rien ne change leur avis. Eh bien, moi, je pense que certes, les faits et les chiffres peut-être ne changeront pas la vie des gens. Les images, en revanche, ont peut-être une petite chance.
Just briefly, one example that just flashed through my mind was the images of Louis Hine and child labor in the United States, and a few devastating pictures actually leading to legislation that changed the legal age of hiring a person for a difficult factory job. Louis Hine as an example of photographs that have changed legislation that his photos of child laborers. Child labor, ok. Oui, me vient à l'esprit l'exemple du photographe Louis Hines, dont les photographies du travail forcé des enfants ont permis de faire changer la législation américaine. Well, we started this conversation in the hallway earlier, and of course, as a socially and politically engaged photographer, and coming out of the tradition of Louis Hine, I have to believe that photos make a difference. Comme photographe engagé, je suis obligée à créer que la photographie peut faire une différence, sinon il n'y a pas de raison de se lever le matin. The incredible Francis Geffard, on the first night, he talked about, the times we're in. Oh, I can't even think about the times we live in without getting emotional. But my Facebook page is full of rage. But that it's in times like these that we need literature and fiction the most. And I know all of us, we're here because we need fiction to be able to imagine that things are possible and can be better. And so we were also saying that to be cynical is a luxury that we can't afford. And so I have no time for cynicism. Yeah, does that answer the question? Oui, le cynicisme, c'est un luxe que nous ne... Avec un coût... Le cynisme est un luxe qu'on ne peut pas s'offrir. Oui, exactement. Alors... Et d'ailleurs, pour reprendre la question que vous posiez à Rita, dans le roman même, vous écrivez cette phrase, vous dites « Les gens ne sont jamais convaincus par de bons arguments, mais par une bonne histoire ». C'est aussi votre rôle en tant qu'écrivain d'arriver à convaincre les gens de l'importance de regarder les forêts, les arbres autour d'eux et de l'importance de les préserver. And that statement actually has been demonstrated within the field of psychology again and again in many, many ways, in many controlled experimental ways, that we simply aren't moved by argument. We're pre-convinced and we dismiss argument as a threat to our own worldview. En fait, cette affirmation que vous faites, elle a déjà été démontrée de nombreuses fois dans le domaine de la psychologie, c'est-à-dire, et ceci par le biais d'expériences contrôlées, c'est-à-dire que les arguments, aussi bons soient-ils, ne vont pas nous émouvoir, ne vont pas nous faire changer d'avis. Nous avons des idées préconçues qui résistent à tout argument, aussi bon soit-il. But what happens in the seduction of a novel or a photograph is we don't even realize an argument is being presented to us. Mais l'art de la séduction exercé par le roman ou l'image, c'est précisément qu'on ne se rend même pas compte de l'argument qui avance vers nous. We're just sitting there saying, "Oh my God, he's just like me. What's going to happen to him?" On se dit, mais il est comme moi, qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? And then it's all over, because once you begin to identify, once your capacity for empathy has been extended into a story, you're already changing. You're already reconfiguring what you need to believe in order to make this a tragedy or a triumph. Mais à ce moment-là, c'est déjà le début de la fin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'identifie au personnage et qu'il y a un phénomène d'empathie, c'est qu'on commence petit à petit à évoluer, à changer. And when I look at your pictures, when I look at Rita's pictures, I see narrative, I see story. I mean, you mentioned that they're not staged per se, but there is a composition, there is a use of color, there is a treatment of subject matter that draws me in, that forces me to identify and empathize with that person and say, that's me. What does that feel like, to put that shovel in the ground, to put that seedling in the hole?
Et quand je vois les photos de Rita, en fait, je vois une narration, je vois une histoire déjà. Elle nous a expliqué que ces photos ne sont pas mises en scène. Il n'y a pas de mise en scène à proprement parler. Mais cela dit, il y a la composition, il y a le recours à la couleur, il y a tout ce qu'il faut pour m'attirer, littéralement, pour que je m'identifie à ce personnage, pour que le jeu de l'empathie se fasse et que je me dis, lui, c'est moi. Et je dois dire que dans cette histoire d'empathie, dans le roman Justement l'Arbre Monde, vous arrivez particulièrement bien à créer de l'empathie, puisque vous arrivez même à créer chez nous de l'empathie pour des arbres. Moi, j'avoue avoir été très ému par une scène de mort d'un arbre. Je ne pensais pas pouvoir être aussi ému par cela. Rita Lessner parlait tout à l'heure de l'époque dans laquelle nous vivons. Il y a quelques semaines, il y avait une affaire de beaucoup de grands incendies en Californie. Et au bout de ces grands incendies, le président américain Donald Trump a expliqué qu'il fallait couper les arbres. Comme ça, il y aurait moins d'incendies. S'il y avait moins d'arbres, il y aurait moins d'incendies. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut réussir à protéger les arbres, à empêcher la déforestation, si on a, même au sommet de l'État, des gens qui pensent comme ça? I'd love to hear Rita on this too, but I just the English expression "blaming the victim" jumped into my mind. Bien sûr, j'ai envie de savoir ce que Rita va avoir à dire à ce propos, mais il y a une expression qui vient tout de suite à l'esprit, c'est accuser ou montrer du doigt la victime. Well, I mean, I know that the newspaper story, which I don't really know more than anybody else does, about how to live with this new reality of global warming and all these insane fires, has to do with, I'm not sure how you prepare more for fires. Avoiding fires that are man-made, of course, is one way around it. I mean, I don't know, it's a inconceivably insurmountable problem from my perspective. I mean, I've photographed trees being planted that went up in flames the very next year, and forests that I've planted have gone up in flames. So, yeah, it's a mess. I wanted to take a quote from your book that we were kind of talking about this. So the biochemical behavior of individual trees may make sense only when we see them as members of a community. Le comportement biochimique des arbres, elle est en train de citer une phrase du livre de Richard. Le comportement biochimique des arbres ne peut être compris qu'à partir du moment où on ne voit plus les arbres en tant qu'individus. And I have to set a context for this because it's important and we have to work our way back to it. This is a phrase that's put by a female researcher into a well-researched article. By a what researcher? Et je voudrais donner un peu de contexte pour cette phrase. Cette phrase, en fait, fait partie d'un article, enfin apparaît dans un article qui est publié par une chercheuse, une dendrologue, dans une revue à renommée. And her 3-year-long project, systematically researching the communication of trees through chemicals over the air, is instantly dismissed and ridiculed by the mostly male-dominated discipline. Et en fait, c'est un projet qui dure 3 ans et elle s'intéresse à la communication chimique entre les arbres, mais par l'atmosphère, c'est-à-dire littéralement à travers l'air. Alors cet article est publié et il est immédiatement tourné en dérision par tous les membres, bien évidemment, masculins de sa confrérie scientifique. And the reason I wanted to mention that is to bring us back to this question of the crisis that we are now waking up to every single morning in our countries. Et la raison pour laquelle je reviens sur cette question, c'est parce que je voudrais qu'on aborde la crise qui sévit aujourd'hui et qui nous confronte tous les jours, tous les matins du monde quand on se réveille. And it's simply this, that the Make America Great movement unites white supremacy, misogyny, and anti-environmentalism. They're all of a package. And the package is simply
we should be able to master and control and dominate all of those things that we've traditionally mastered and controlled and dominated. Males above women, men above women, whites above all other races, Americans above all other countries, and humans above everything non-human. Alors l'auteur de cette affirmation, de cette notion rendez la grandeur à l'Amérique, eh bien, ça représente quoi ? Ce mouvement, ça représente la suprématie des Blancs, ça représente la misogynie, ça représente tout ce qui est anti-écologique, anti-environnemental. Tout ça, ça constitue un tout qui s'est caractérisé par le passé, par sa maîtrise et sa contrôle et sa domination de tout ce qui existe. Tout cela, c'est du passé, mais ils veulent le retenir et le préserver. C'est leur raison d'être. Et ce contrôle, c'est le contrôle qu'exercent les hommes sur les femmes, la race blanche sur les autres races, les États-Unis sur le reste du monde et les humains sur le reste des êtres vivants. So it's no exaggeration to say what Rita is trying to do, what I'm trying to do, is to fight this war. In the last 20 months, we've seen 60 years of hard-fought environmental legislation disappear. We've seen national public lands been turned over to mining and to lumbering. It's a race and it's a conflict, and there's nothing else we can call it. When art enters in to that war, it makes some people uncomfortable. It makes the fine arts people uncomfortable. But if I have to choose between being a fine artist, a belle lettriste, and someone who's taking a stand, I take a stand. Alors, ce n'est pas une exagération que de dire que ce que nous faisons, notre travail, c'est une lutte, c'est vraiment une guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en train de voir les acquis de 60 années de législation disparaître, s'évanouir aux États-Unis. Nous voyons nos domaines publics, les terrains qui appartiennent au gouvernement fédéral livrés à l'exploitation forestière et à l'extraction minière. Donc c'est une guerre. Alors certaines personnes dans nos milieux artistiques n'aiment pas beaucoup ou sont mal à l'aise avec cette notion que nous sommes véritablement en guerre. Mais pour ma part, si je devais faire le choix entre être un artiste d'un côté ou mener cette lutte d'un autre côté, pour moi, c'est la lutte. You're here. Rita? Well, I mean, I absolutely agree. I mean, for me, there's a continuity from my work in conflict zones to my work in the forest. I think it's obvious. Je suis absolument d'accord et je pense que c'est évident que pour moi, la continuation de mon travail comme rapporteur engagé de guerre et photographe de planteurs d'arbres, c'est une continuation, c'est une lutte. Oh oui, je suis absolument d'accord. C'est la seule raison pour me lever le matin. Est-ce que les choses sont différentes au Canada? Est-ce que le cas américain est comparable au cas canadien sur ces questions-là? En ce moment, on vient d'avoir élu un Trumpiste dans la province de Ontario, où se situe Toronto, la ville la plus grande du pays. Une ville qui a complètement rejeté cet homme. Il s'appelle Doug Ford. Il est un ancien drug dealer, pousseur de drogue. Il est corrompu, il est ignorant, il est très, très pro-Trump. This is our provincial premier in Ontario, where Toronto, the biggest city in the country, is situated, where we rejected him for his mayoral bid. His younger brother, Rob, was well known for his drug addiction and abuses, and he died of a heart attack. And then his brother tried to become mayor and failed. But then now, as happens, we have the people outside the cities, and they vote him based completely on tax questions. And so now this buffoon is making policies about the most powerful city in the country, and it's completely mortifying. I mean, the day that I heard that Trump had won, I remember I cried so much that I made myself vomit.
And now we have someone like that running on Ontario. Alors oui, ça commence, mais ça arrive partout, le populisme, ça n'arrête, les frontières ne l'arrêtent pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Moi, pour ma part, après mon projet de planteur d'arbres que j'espère avoir terminé dans 1 an et demi, je fais un film, un livre aussi. Je pense que je vais me trouver un autre moyen de combattre le populisme. Et ça nous fait penser, si vous connaissez un peu de l'histoire de la photographie engagée, des photographes des années 30 et 40, parce que la naissance de la photographie photojournalisme et photographie engagée, c'était la plupart parmi eux combattaient le fascisme. Ça a commencé dans la guerre civile en Espagne et beaucoup parmi eux, comme Robert Capa, Gerda Taro et Seymour Chim, ils étaient des juifs exilés. Et c'est eux qui ont découvert l'idée, après Louis Hine, d'utiliser leurs appareils comme weapon, comme des armes. Comme arme contre le fascisme. Et maintenant, on est encore dans ce moment. Alors, so we're in another moment now that to me reminds me very much of the 30s and the 40s, which was really the period of the birth of modern photojournalism, with figures like Robert Capa and Gerda Taro and Seymour Chim and others. And they were all Jewish exiles who met in Paris, as it happens, and started taking up cameras as arms against fascism. And I feel like now, like it's so depressing, but that we're back in this place, but that we're taking up our pens and our cameras as arms again against the rise of fascism. Et je réfléchissais en lisant votre livre, Richard Powers, sur le fait que vous nous expliquiez qu'il y a besoin d'histoire aussi pour justement sauver ces arbres. Et que les histoires du passé laissaient beaucoup plus de place aux arbres. Quand on lit Ovide, quand on lit les grands mythes, souvent les arbres sont très présents, la nature est très présente. Est-ce que aussi le fait que depuis un siècle, 2 siècles, la nature est disparue de la fiction, de la littérature, a participé aussi de notre manque de respect envers cette nature ? Right. Yeah, it's very difficult for us who live 100 years, if we're lucky, to understand natural time frames and time scales. C'est très difficile pour nous qui allons vivre, si nous avons la chance, jusqu'à 100 ans, de comprendre l'échelle temporelle du monde naturel et des créatures du monde vivant. Because of the speed of trees, it's often difficult for us to see their agency, to see the complexity of their behaviors, to see their desire. Et étant donné la vitesse qui est celle de l'arbre, c'est très difficile pour nous de discerner en quoi ces arbres ont un pouvoir d'action, c'est-à-dire la complexité de leur vie et les désirs que peuvent avoir les arbres. And that is a contributor to this quality of human exceptionalism that we've been fighting about. That does make it difficult to take the non-human seriously and to see them as something more than just resources, to see them as essential neighbors who have allowed us to become what we are. Et c'est justement cette notion du caractère exceptionnel de l'être humain qui fait que c'est très difficile pour nous de vraiment prendre au sérieux tout ce qui ne relève pas de l'humain. Et ce qui fait qu'on finit par ne voir en tout ce qui est non humain comme des ressources et rien que des ressources, plutôt que de voir en eux de véritables voisins qui nous ont permis de devenir ce que nous sommes. As I mentioned in a session this morning, there is an individual tree, actually there are several, of the species bristlecone pine in the White Mountains in California that have been alive. These individual trees have been living for longer than we've known how to write, than we human beings have had writing.
Writing. J'ai eu l'occasion de le dire ce matin, il existe certaines espèces d'arbres, dont le bristlecone pine. Je ne saurais pas vous dire comment cette espèce s'appelle en français, mais disons que c'est un conifère en Californie qui existe depuis plus longtemps que nous avons l'écriture. So it's a challenge to use writing to talk about something that's so much older lived and so much more spectacular than our meager invention. Donc c'est vraiment un très grand défi de pouvoir utiliser l'écriture pour parler de cet être vivant, de cet arbre qui nous prédate et qui prédate l'écriture. The point is this: we're looking for stories in images or stories in words that can somehow bring back the urgency of becoming a part of a complex system, not trying to master it, not trying to control it. Et donc, nous devons rechercher à la fois les histoires, les images et peut-être les histoires en images qui vont nous permettre de vraiment arriver, de faire aboutir ce sentiment d'urgence extrême qu'il y a à effectuer cette transition pour que nous fassions partie du tout plutôt que d'essayer simplement de le contrôler et de le maîtriser. At one point in my book, one of the lumbermen confronts my activists and says, "Why are you so upset? Trees grow back." One of who? Sorry. A lumberman. Ah ouais. Alors, dans mon livre, il y a un moment où l'un des bûcherons interpelle l'un des activistes et lui dit mais enfin, où est le problème? Les arbres, ça repousse. It's important for us to remember that no human being ever, at any point in history, has seen an old growth forest come back. N'oublions pas que les êtres humains n'ont jamais de leur vivant vu une forêt primaire repousser, se reconstituer. There is a complexity and a society and an intricacy and a meaning and a will in these ecosystems that we haven't even begun to understand. They're entirely gone from France. There's 2% left in North America. 2% in the world? In North America. In North America. Sorry, there's something about this acoustics I don't hear. I'm so sorry. Et l'extrême complexité et la délicatesse, la nuance de ce monde, de cet écosystème, est quelque chose que nous n'avons même pas commencé à comprendre. N'oublions pas, par exemple, que la forêt primaire, il en reste que 2% en Amérique du Nord. When we lose them, it's going to be so much worse than the burning of the Library of Alexandria, right? The Library of Alexandria. We're losing an archive that's 10 million years old, 100 million years old, and we don't know what's in there. And once it's gone, it's gone. Ça va être tellement pire que l'incendie qui a détruit la bibliothèque d'Alexandrie. Après tout, nous sommes en train de détruire des archives qui ont 10 millions d'années, voire 100 millions d'années, et donc jamais on ne pourra comprendre ce qu'elles contenaient. Nous arrivons bientôt à la fin de cette rencontre. Une question peut-être un peu plus légère avant de se quitter. Je parlais des mythes et des grands textes qui parlaient des arbres. Et il y en a un grand texte du passé dont vous parlez dans l'Arbre au monde, c'est la Bible, en rappelant que sur l'arche de Noé, Noé avait sauvé toutes les espèces animales, mais n'avait pas pensé à sauver les arbres. Alors, or as I put it in the book, he forgot about all the primary producers and he only took the parasites. Oui, il a oublié, sur l'arche, il a oublié tous les producteurs primaires et il n'a pris que les parasites. Si demain vous deviez sauver un arbre, une espèce d'arbre que vous devriez emmener sur votre arche personnelle, quel serait l'arbre que vous sauveriez chacun? Oh, but see, the whole point of my story and the whole point of Rita's work is that there are no individuals in a forest. Oui, mais c'est justement ce dont il est question, c'est que dans les images de Rita et dans mon roman, il n'y a pas d'individu, il n'y a pas un seul arbre. And there aren't even separate species.
The great, now Canadian researcher, Suzanne Simard, has demonstrated that these networks of food and resources, these underground fungal connections between trees, this resource system, this banking system that takes place in a forest, is between different species. And when you cut a Douglas fir down that's connected to a birch, the birch suffers. Mais on l'a entendu en ce qui concerne le Canada. Il s'agit véritablement d'un réseau, c'est presque une espèce de banque de ressources naturelles qui est complètement coopérative et rien n'existe de façon individuelle. On ne peut pas véritablement parler d'espèces distinctes les unes des autres. Si vous prenez le sapin de Douglas, il a un bouleau qui pousse dans l'ombre de ses branches, eh bien, ils sont connectés. Everything in a forest is the forest. Whatever's there is there by virtue of everything else around it. Is there by virtue of everything else around it. There's only one species that hasn't quite gotten that yet. Alors, la forêt, tout ce qui est dans la forêt, c'est la forêt. C'est-à-dire, tout existe grâce à tout ce qui l'entoure. Et il n'y a qu'une seule espèce là-dedans qui n'a rien compris. Je vous laisse la trouver. Merci beaucoup à tous les deux pour cette rencontre. Je rappelle, Richard Powers, L'Arbre au monde, c'est publié au Cherche Midi dans une traduction de Serge Chauvin. Rita Lesner, on peut retrouver les photographes dans l'exposition, dans les jardins de l'Hôtel de Ville de Vincennes. Et je remercie également Elisa Burnham qui a été l'interprète sur cette rencontre. Merci beaucoup à tous et allez vous promener dans le bois de Vincennes, je pense que vous ne le regarderez pas de la même façon. Merci et bon après-midi à vous.